Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui fait vraiment vibrer tout le continent. Ce choc du 28 décembre 2025, en pleine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Côte d'Ivoire-Cameroun. Ah oui, Et franchement, le mot match de poule, ça me semble presque insultant. c'est une finale avant l'heure, clairement. On ne peut pas le dire autrement. Exactement. Et la preuve, c'est que les billets se sont tous vendus une semaine avant. L'atmosphère est électrique. Absolument. Et c'est bien plus qu'un match, en fait. C'est un concentré de rivalité, d'histoire, même de géopolitique sur 90 minutes. Notre but, là, en s'appuyant sur pas mal d'analyses sportives, des articles de fond, c'est de décortiquer tout ça. De comprendre ce qui se joue au-delà du terrain. Voilà. Comment le poids du passé et le contexte si particulier de cette CAN marocaine vont influencer le match. C'est une histoire de domination, quoi. Justement, ce contexte, parlons-en. Ce décor de la 35e édition. Les sources sont toutes d'accord. Le Maroc a mis la barre très, très haut en termes d'organisation. On parle de sans précédent. Oui. Le match, ce sera au grand stade de Marrakech. Et on sent une ferveur populaire immense. Nos notes parlent de plus d'1 million de billets vendus à la mi-décembre, pour tout le tournoi. C'est énorme. Et ça dépasse l'Afrique. La diaspora, au Canada notamment, vit ce moment comme quelque chose de capital. Et toute cette ferveur, elle va se heurter à un facteur, un peu inattendu, une variable que les analystes ont baptisée la savane maghrébine. J'aime beaucoup le terme. C'est un concept fascinant, oui. On s'attend au Maroc au soleil, mais là on est en plein hiver, donc les conditions sont froides, humides. Une de nos sources rapporte même que de fortes pluies sont tombées le 24 décembre. Ah oui, et les pelouses. Et les pelouses en souffrent déjà, voilà. Elles sont lourdes, grasses. Ce qui change absolument tout. Un match qui devait être technique peut devenir un combat de tranchées. Bah oui. Ça favorise un football plus direct, plus physique. On peut se demander si ça ne vient pas niveler les valeurs, non? C'est exactement l'enjeu. Une équipe supposée plus faible sur le papier, mais plus à l'aise dans le duel, pourrait y trouver son compte. Cette adaptation forcée, c'est une des clés tactiques majeures du match. Celles qui veulent tout baser sur la possession risquent De déjouer. Voilà. Alors que celle bâtie pour l'impact physique, elle, pourrait être avantagée. Cette savane maghrébine, ce n'est pas juste une jolie formule, c'est un arbitre imprévu. Et ce décor, donc, il va accueillir une rivalité qui, elle, n'est pas nouvelle du tout. C'est une longue histoire entre ces deux géants. Dans nos sources, on nous rappelle des moments fondateurs, comme la toute première confrontation en 1970. Déjà remporté par le Cameroun. Déjà remporté par le Cameroun, 3-2. C'est le début d'un long bras de fer. Il y a eu des moments de bascule psychologique. Je pense à ce quart de finale de la CAN 2006. Ah, la fameuse séance de tir au but. La génération Drogba qui l'emporte après une séance homérique, oui, 12-11. Ce n'est pas juste une qualif, c'est un exorcisme pour les Ivoiriens. Ils prouvent qu'ils peuvent battre leur bête noire. Une bête noire, le mot est juste, parce que très souvent, le Cameroun a joué le rôle du bourreau. On a tous en tête cette élimination si douloureuse pour les Ivoiriens en 2021 pour la qualif à la Coupe du Monde. La défaite 1-0 à Douala. Exactement. Ça les a privés du Qatar. Les chiffres sont clairs d'ailleurs. Avant 2021, les archives de la CAF montraient un avantage historique pour le Cameroun. 9 victoires contre 5. Mais ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que les rapports de force, on a l'impression qu'ils se sont inversés. Le Cameroun a longtemps eu cet ascendant mental, mais là c'est la Côte d'Ivoire qui arrive en tenante du titre. C'est vrai. Sur le papier, elle a un statut de favorite technique. Une de nos analyses parle même d'une lutte pour l'hégémonie footballistique africaine. Le vainqueur ne prend pas que 3 points. Il envoie un message. Il envoie un message de puissance à tout le continent. Alors, justement, décortiquons ça. Commençons par les champions en titre, la Côte d'Ivoire. Elle est décrite dans nos sources comme une machine de guerre pragmatique, depuis l'arrivée de Emers Faye. Il y a cette phrase de lui, rapportée par la presse, qui résume tout. On n'est pas juste là pour battre le Cameroun, on est là pour gagner la CAN. C'est direct, assumé. Et cette mentalité, on la voit sur le terrain. Leur premier match, cette victoire 1-0 contre le Mozambique, en est la parfaite illustration. Le compte-rendu d'un observateur parle d'un match géré au petit trot, sous la pluie. Si ça, efficacité avant tout. Exactement. Le but d'Ama Diallo est magnifique, mais le reste, c'est de la gestion. La possession est même qualifiée de stérile par moment, et il a fallu plusieurs arrêts décisifs du gardien, Yaya Fofana, pour préserver le score. C'est la patte Faye. L'efficacité d'abord. Et on sent aussi une vraie réflexion par rapport au contexte dans ses choix. La préparation en Espagne, c'était pas un hasard. Non, c'était pour s'acclimater à ce froid, à cette humidité. Mais le choix qui a fait le plus parler, c'est la titularisation de Wilfried Zaha en pointe contre le Mozambique. C'est audacieux, non? Zaha, c'est pas un buteur de surface? C'est un pari, mais un pari calculé.
Faye l'a très bien expliqué en conférence de presse. Il voulait quelqu'un pour perturber les blocs défensifs très bas. Zaha, avec sa capacité à dribbler, à décrocher, il n'offre pas de repères fixes. Il crée du désordre. C'est le signe d'une grande flexibilité tactique. Oui, il veut s'adapter à l'adversaire plutôt que d'imposer un seul système. Et cette flexibilité, on la voit aussi dans sa liste de joueurs. Il n'a pas hésité à faire des choix très forts. On pense à Simon Adingra, révélation de la dernière CAN, mais qui manque de temps de jeu à Sunderland et qui n'est pas là. Ou Nicolas Pepe, écarté. Ce sont des noms qui pèsent quand même. Carrément. Et il faut ajouter le forfait sur blessure de Wilfried Shingo, un pilier de la défense. Ça montre que Faye ne se base pas sur les statuts. Il privilégie la forme du moment, la cohésion. C'est la définition de la force tranquille. Une équipe sûre d'elle, un coach aux idées claires. Et d'autre côté, on a l'antithèse absolue de cette sérénité. La préparation du Cameroun est qualifiée de chaotique dans toutes nos sources. C'est le moins qu'on puisse dire. On a assisté à ce conflit ouvert entre la fédération de Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Ça a mené au limogeage de Marc Brice. Et à la nomination sortie de nulle part de David Pago, un technicien du championnat local. On s'attendait à un désastre. Et c'est là que ça devient fascinant. Contre toute attente, dans ce chaos, les Lions indomptables battent le Gabon 1-0 pour leur entrée. C'est Pago lui-même qui parle de la naissance de la patte Pago. Avec un but très rapide, Très rapide, dès la 6e minute par Carletta Eyong sur une passe de Brian Mbeumo. C'est un scénario que personne, mais alors personne, n'avait vu venir. tactiquement, il a surpris tout le monde. Les analystes décrivent un 3-6-1 modulable et très flexible. Oui, Mais ce qui est intéressant, c'est la lucidité de Pagou après le match. Il dit « La patte de David Pagou est en train de naître, mais il ajoute que l'équilibre est très fragile et peut vriller. il sait qu'il marche sur un fil, c'est clair. Et ce qui renforce cette image d'équipe en mode commando, ce sont ses choix de joueurs. Pagou a écarté des monuments comme André Onana et Vincent Aboubakar. » La grande question que tout le monde se pose et que nos sources soulèvent, c'est un choix purement sportif ou c'est un règlement de compte politique? Quelle que soit la réponse, le résultat est là. C'est ça. On a une équipe qui semble galvanisée par l'adversité, un groupe uni contre le reste du monde. On a donc deux dynamiques radicalement opposées. La stabilité ivoirienne contre la résilience née de la crise camerounaise. C'est une opposition de culture, presque. Et pour comprendre cette mentalité camerounaise, il faut regarder leur surnom. Le continent, ce n'est pas anodin. Ça vient d'où exactement? Ça vient de l'idée que le Cameroun est une Afrique en miniature. Géographiquement, on y trouve tout. Le désert, la forêt, les montagnes. Et culturellement, c'est un carrefour, avec plus de 200 ethnies. Cette diversité incroyable nourrit une fierté et une confiance unique. Et j'imagine que cette idée de représenter tout un continent en un seul pays, ça se traduit par une force mentale particulière sur le terrain. C'est exactement ça. Les Camerounais appellent ça le fighting spirit, la grinta, cette conviction que rien n'est jamais perdu. C'est ancré dans leur ADN. Et c'est intéressant de voir comment cette identité contraste avec l'image de la Côte d'Ivoire. Une de nos sources fait une comparaison socio-économique très éclairante. Oui, on sent bien que tout les oppose, même en dehors du terrain. La Côte d'Ivoire, c'est l'image du succès économique, des stars. Le dragon économique. Voilà. Alors que le Cameroun, c'est l'image de la résilience du collectif. C'est juste comme perception. C'est très juste et ça se base sur des chiffres. La Côte d'Ivoire a une croissance du PIB impressionnante, autour de 6,5%. Le Cameroun, c'est plus modeste, autour de 3,5%. Mais les analystes notent que sa structure sociale est perçue comme plus résiliente, avec moins d'inégalités criantes. Et ce contraste se retrouve sur le terrain. Symboliquement, oui, la puissance des stars ivoiriennes face à la solidarité d'un commando camerounais. C'est là que l'analyse devient passionnante. Projetons-nous sur ce match du 28. Concrètement sur le terrain, où est-ce que ça va se jouer? La première clé, c'est la bataille du milieu de terrain. Le trio ivoirien Kessié-Fofana-Seri est sans doute l'un des plus complets du continent. C'est du très lourd. Leur capacité à contrôler le tempo sera fondamentale. Leur mission sera d'étouffer le poumon du milieu camerounais, le jeune Carlos Baleba. Un Carlos Baleba qui d'ailleurs est sorti sur blessure contre le Gabon. Son état de forme, c'est une énorme incertitude. Précisément. S'il n'est pas à 100%, c'est tout l'équilibre de l'équipe qui est en danger. Ce serait un coup très dur. Pour la Côte d'Ivoire, l'autre clé, c'est la vitesse sur les ailes. On a vu Amad Diallo marquer, sa capacité à percuter peut faire exploser cette défense à 3 camerounaise. Et les coups de pied arrêtés aussi?
Il ne faut surtout pas les oublier. Avec des joueurs comme Kessié ou le défenseur Evan Ndika, ils ont des armes redoutables dans le jeu aérien face à une défense camerounaise assez inexpérimentée. D'accord, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais pour le Cameroun, comment est-ce qu'ils peuvent contrer ça? Quels sont leurs atouts? Leur principal défi sera physique. Le système de Pacquiao, ce 3-6-1 mobile, demande une énergie colossale. Les joueurs doivent coulisser en permanence. La question c'est, est-ce qu'ils peuvent tenir 90 minutes? Voilà. Peuvent-ils maintenir cette intensité face à la maîtrise technique ivoirienne qui va les forcer à courir? L'autre grosse interrogation, c'est le manque de cadre à des postes clés. Sans un gardien du calibre d'Onana, sans un finisseur comme Aboubakar, la pression est immense sur les jeunes. Mais on en revient toujours à notre point de départ. Cette savane maghrébine, un terrain lourd, un match physique. Est-ce que ce n'est pas le scénario idéal pour ce Cameroun-là? C'est tout le paradoxe. Ces conditions, ça pourrait être leur meilleur allié. Ça peut transformer le match en une succession de duels, un domaine où leur fighting spirit peut faire la différence. Ça pourrait niveler l'écart technique. C'est vrai. Et dans ce contexte, on va assister à un duel à distance qui s'annonce fascinant entre les deux buteurs, Amad Diallo de Manchester United et la révélation Karl Eta Young de Levante. Alors, en résumé, on doit s'attendre à quoi? D'un côté, la stabilité, la puissance programmée de la Côte d'Ivoire. Et de l'autre, la ferveur quasi insurrectionnelle d'un Cameroun transcendé par la crise. C'est une véritable opposition de philosophie. Le vainqueur ne va pas juste prendre une option sur la qualif, il va valider une approche du succès radicalement différente. Il enverra un signal fort pour la suite. Exactement. Ce match est un marqueur. Il va définir la dynamique du tournoi. C'est vrai. D'un côté, on a la planification, la structure, l'organisation, tout ce qu'incarnait la Côte d'Ivoire, d'Emers Fahy. Une vision presque scientifique du foot. Et de l'autre, on a l'imprévisible, le chaos qui devient créateur. Ce qui nous amène à une pensée finale, une question pour aller plus loin. Le foot moderne valorise la stabilité, les projets à long terme, mais la performance du Cameroun, née d'une crise institutionnelle d'une violence rare, ça soulève une question paradoxale. Est-ce qu'une crise, en forgeant un esprit de corps unique et en rendant une équipe totalement imprévisible, ne peut pas devenir finalement l'arme la plus redoutable dans une compétition aussi courte et intense qu'une CAN? On va parler d'un match qui n'est pas vraiment qu'un match. C'est bien plus que ça. C'est un choc qui a le pouvoir de paralyser tout un continent. C'est le duel des géants. Côte d'Ivoire contre Cameroun. Imaginez un peu la scène. On est à Marrakech, le 28 décembre 2025. Le stade est plein à craquer, complet, les billets sont partis des semaines avant. Et dans les rues, partout, on ne parle que de ça. La tension, elle est palpable. Oui, 45 000 personnes. Le grand stade de Marrakech va littéralement trembler. Et encore, ça c'est juste à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ce sont des millions de cœurs qui vont battre au même rythme. Que ce soit à Douala, à Abidjan, ou même dans les diasporas à Paris ou à Ottawa. C'est une phrase qu'on entend partout dans les médias, et pour une fois, elle est juste parfaite. L'Afrique retiendra son souffle. C'est exactement ça. C'est plus qu'un match, c'est un vrai rendez-vous avec l'histoire. Mais la vraie question, c'est comment un simple match de poule a-t-il pu devenir une telle obsession continentale? Pourquoi autant de passion? Eh bien, la réponse, elle est loin d'être simple, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour tout comprendre, il faut vraiment se pencher sur la dynamique qui oppose ces deux équipes. C'est une opposition fondamentale, l'ordre contre le chaos. Deux philosophies, deux chemins qui n'ont absolument rien à voir. Regardez ça! D'un côté, on a la Côte d'Ivoire, champion en titre, tout est calme, tout est serein. C'est une machine bien huilée, avec le coach Emers Fahy qui assure la continuité. Et de l'autre, le Cameroun, en pleine tempête institutionnelle, un nouveau sélectionneur sorti de nulle part, David Pagou, qui a pris la décision incroyable d'écarter les stars, des légendes comme André Onana ou Vincent Aboubakar. C'est vraiment ça, l'ordre face au chaos. Et écoutez ce que dit Emers Fahy, le coach ivoirien. C'est tellement révélateur de leur état d'esprit. Pour lui, le Cameroun, ce n'est qu'une étape sur la route. C'est la confiance qui parle, la force tranquille d'une équipe qui sait qu'elle est favorite et qui l'assume pleinement. Et en face, la réponse de David Pagou, c'est presque la réponse du berger à la bergère. Lui ne parle pas de gagner la CAN, non. Il parle de l'appât de Pagou, de construction, de renouveau. C'est le discours typique de l'outsider, celui qui va chercher sa force dans l'adversité avec cette rage de prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort de les sous-estimer. D'ailleurs, pour vraiment comprendre l'état d'esprit camerounais, il faut connaître leur surnom, le continent. Pourquoi? Parce que le pays, c'est une sorte d'Afrique en miniature.
On y trouve des déserts, des forêts tropicales, des montagnes, tout. Et cette diversité, ça forge une mentalité, une confiance en soi qui est presque mystique. Certains appellent ça de l'arrogance peut-être, mais il faut avouer que l'histoire leur a souvent donné raison. Mais ce match, ce n'est pas juste une opposition de style, c'est aussi l'aboutissement d'une rivalité épique. Et pour saisir toute l'ampleur du truc, il faut faire un petit retour en arrière. Cette rivalité, elle est profonde, elle est faite de drames, de joie, de moments légendaires. Pendant longtemps, le Cameroun a été la bête noire des Ivoiriens. Le pire souvenir, c'est peut-être 1984, une défaite cuisante chez eux, à Abidjan. Et puis, il y a eu 2006, le grand tournant. Cette séance de tir au but complètement folle, 12-11. C'est là que la génération Drogba a enfin vaincu le signe indien. Depuis, c'est un coup à toi, un coup à moi. La Côte d'Ivoire gagne en 2015 sur la route de son titre. Le Cameroun prend sa revanche en 2021 et les prive de Coupe du Monde. Vous voyez, chaque match, c'est soit une blessure profonde, soit une consécration totale. Alors, avec une histoire pareille, aussi équilibrée, la question est simple. Qu'est-ce qui va faire la différence en 2025 ? Au-delà de l'histoire, au-delà du mental, quels sont les facteurs concrets qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre ? Parce que oui, la bataille se joue sur tous les fronts. Ce n'est pas que sur le terrain, c'est bien plus large. C'est une confrontation entre deux modèles, deux visions même, pour l'Afrique francophone. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Ce ne sont pas que des stats froides. C'est vraiment l'histoire de deux modèles, deux fiertés nationales qui vont s'affronter à travers leurs équipes. D'un côté, on a la Côte d'Ivoire, le dragon économique, avec une croissance impressionnante. De l'autre, le Cameroun, plus modeste économiquement, mais avec des indicateurs sociaux, comme la pauvreté urbaine, qui semblent montrer une plus grande résilience. Et au fond, tout ça, ça raconte une lutte plus large pour le leadership en Afrique francophone. Et bien sûr, ça se répercute sur le terrain. La Côte d'Ivoire, avec son économie florissante, peut s'appuyer sur des stars qui jouent dans les plus grands clubs européens. Le Cameroun, lui, y répond avec autre chose. Un esprit de commando, une solidarité de groupe pour compenser. C'est un peu le talent individuel pur contre la force du collectif. Et puis, il y a un facteur que personne n'avait vraiment vu venir, le climat. On parle de la savane maghrébine. En gros, l'hiver au Maroc, c'est plus frais, plus humide, les terrains sont plus lourds, et ça change tout. Ce sont des conditions qui favorisent un jeu physique, direct, et qui sont moins adaptées au jeu de possession. Et ça, contre toute attente, ça pourrait bien être un avantage pour le Cameroun. Alors concrètement sur le terrain, où est-ce que ça va se jouer ? Il y a des duels clés partout. Dans la salle des machines, au milieu, on aura le duo surpuissant Kessié-Fofana pour la Côte d'Ivoire face à l'infatigable Carlos Baleba. Ensuite, les facteurs X, les pépites, Amad Diallo côté ivoirien, la révélation Karl Etta et Young côté camerounais. Et puis bien sûr, le duel tactique, la partie d'échecs entre le système bien en place de Faé et le 3-6-1 très audacieux de Pagou. Alors, au bout du compte, la question est sur toutes les lèvres. Qui sera le roi ? Qui va sortir vainqueur de ce choc des titans ? Finalement, le choix, il se résume à ça. D'un côté, la machine ivoirienne, méthodique, qui cherche à asseoir sa domination, et de l'autre, le géant camerounais, ce colosse résilient qui se nourrit du chaos ambiant et de cette envie folle de donner tort au monde entier. On en revient toujours à ça, l'ordre contre le chaos. Et les enjeux, ils sont juste énormes. Il y a la première place du groupe de la mort, bien sûr, ça veut dire un parcours plus simple pour la suite. Il y a la suprématie sur le continent, les fameux bragging rights, et puis il y a quelque chose de plus profond, la validation d'une philosophie de football par rapport à une autre. Au final, la vraie question est là. Qu'est-ce qui forge un champion ? Est-ce que c'est le calme, la méthode, la stabilité, ou est-ce que c'est le feu de l'adversité, la rage de vaincre quand tout semble contre soi ? La réponse, on l'aura sur le terrain à Marrakech. Ce jour-là, l'Afrique connaîtra le vainqueur, et le football écrira une nouvelle page de sa légende.